Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast avec Olivier Guillet, arbitre de volley. Moi, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Mais avant ça, le podcast est aussi disponible sur les plateformes de streaming telles que Deezer et Spotify. Alors, allez checker ça, les liens sont en description. Et en parlant de liens en description, vous pouvez aussi vous renseigner car j'ai laissé les liens de la FFVB et aussi le mail que vous pouvez contacter si cela vous intéresse. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est avec Olivier. Est-ce que tu peux te présenter? Comment vas-tu déjà? Salut Thomas, Olivier, écoute, ça va très bien, ravi de te retrouver ici pour ce match France-Hongrie. Dis-moi comment t'en es arrivé ici? Qu'est-ce que tu as fait comme formation? Ou est-ce que le volley, t'étais joueur professionnel avant? Alors, j'étais pas joueur professionnel, j'ai commencé il y a bien longtemps, tout en haut de la France, à Tourcoing, où j'ai pratiqué, usé mes shorts sur le terrain en tant que joueur. Et puis après, j'ai eu une opportunité quand je suis arrivé sur Toulouse d'embrasser la carrière d'arbitre. D'abord au niveau universitaire, et puis comme ça me plaisait pas trop mal et que ça marchait bien, je me suis dit pourquoi pas aller plus loin. Ok. Et comment ça s'est passé du coup après l'université? Parce que je pense qu'à l'université, on arbitre un peu comme ça, mais je pense qu'après, dans le futur, il faut quand même passer certaines formations. Ouais, alors c'est vrai qu'à la fac, mon école d'ingé, on passe beaucoup de temps à faire la fête et on fait un peu de sport et un peu d'arbitrage. Non, en fait, c'était une compétition, c'était des championnats de France et il y avait les représentants de la commission d'arbitrage de la fédération qui étaient là. Et ils m'ont proposé de mettre le pied à l'étrier, donc j'ai dit pourquoi pas. Et donc là, après, tu as, un parcours, c'est-à-dire que tu passes différents examens, différents grades, et puis petit à petit, tu parcours les échelons et tu montes dans les échelons. Ok. Et du coup, quels étaient tes plus beaux souvenirs en tant En qu'en tant tant qu'arbitre, qu'arbitre? mes plus beaux souvenirs. Un déjà récent, il y a à peu près un mois de ça, la finale de la Coupe de France à Paris, Ah, c'était à magnifique, hein. l'Adidas Arena, une salle de 8000 personnes, bleu, blanc, rouge, super ambiance, très beau match. Donc ça, c'est des moments, surtout en France, qu'on rêve d'arbitrer. Et un peu plus tôt, j'ai deux autres souvenirs. 2019, championnat d'Europe. J'ai pu faire la finale à Paris-Bercy. Pas Donc ça, mal. c'était vraiment chouette. La France ne jouait pas en finale malheureusement, mais ça m'a donné cette opportunité-là. Et puis peut-être plus anecdotique dans ma carrière, on était en Russie, à Kazan, où on a fait un match de 6-7, alors que habituellement on s'arrête à 5. C'était un golden set. Et puis c'était un match entre des Polonais et des Russes, et c'était un super match. J'avais un super collègue et vraiment un super niveau. Tout le monde était content. Donc ça, c'est des chouettes moments. Ah ouais, surtout ça doit être très long, ça, Et 6-7, 6-7, oula. c'est très long. C'est très long. Et est-ce que tu as aussi des mauvais souvenirs, des histoires à nous raconter en tant qu'arbitre? Des mauvais souvenirs. Ouais, on en a forcément, puisque enfin, il nous arrive de rater des matchs et on n'est jamais vraiment content de rater un match, parce qu'on est là pour permettre aux joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc forcément, c'est pas idéal. On aura des petites anecdotes. Ouais, pas très loin d'ici, l'un de mes matchs à Béziers, dans l'ancienne salle de Béziers. Un public au tempérament un peu Un peu chaud, chaud, du sud. et voilà, hein, les gens du sud. Et puis, sur une ballon, peu importe le ballon, j'ai commencé à entendre: «L'arbitre au canal!» et cetera. Bon, c'est gentil, mais voilà, c'est des petites anecdotes. Et puis, mais malgré tout, on garde toujours des bons souvenirs, dans d'autres salles à 7 notamment aussi, où au final, on allait boire des bières ensuite avec les fans, et les spectateurs. C'est toujours agréable, une fois qu'on a posé le sifflet, d'avoir ces bons Ouais, moments de bien vu. convivialité. Ça marche. Et d'ailleurs, tu as parlé des spectateurs. Comment tu le vis en tant qu'arbitre quand toi, tu es vraiment dans le match, tu fais un bon arbitrage, mais que les supporters sont pas d'accord avec toi? Est-ce que tu arrives quand même à rester, 100 dans tes choix? Alors c'est vrai que c'est jamais simple, mais tu vas me croire ou pas, quand on voit, je prends l'exemple de la Coupe de France, tu as 8 000 personnes, mais une fois que tu es sur ta chaise, une fois que le match commence, en fait, C'est dans ta bulle. c'est fini. Tu es dans ta bulle, tu as les 12 joueurs, tu as les coachs, et puis tu as ton collègue en tant que second, tu as la vidéo, et puis après tu fais ton match et tu te mets une bulle quelque part. Tu entends le public, mais voilà, tu arrives à te protéger de ça. Ah, c'est fort quand même. Ouais, et c'est assez, moi j'y croyais pas, et puis effectivement dans des salles de 8 ou plus, c'est vraiment quelque chose qui se passe comme ça. D'accord. Quelle formation tu as fait du coup pour, en arriver ici, jusqu'ici? Quelle formation j'ai faite? J'ai commencé par des grades d'arbitre départemental.
Donc là, c'est dans ton département. Tu commences à travailler dans ton département et puis tu vas passer à l'échelon régional, fédéral. Et au niveau fédéral, t'as différents degrés. C'est-à-dire que tu vas commencer à un niveau fédéral 1, 2 et 3. Et puis, plus tu montes dans ces niveaux-là, plus tu es amené à arbitrer au plus haut niveau. Et ensuite, tu as des groupes de niveaux avec ce qu'on appelle des panels qui te permettent d'arbitrer en première division, deuxième division, etc. Alors aujourd'hui, je sais qu'il y a ce parcours-là, mais maintenant, je vais faire un peu de pub pour mes collègues arbitres. Donc, vous pouvez passer par ce cheminement-là, mais vous pouvez aussi, il y a une adresse à laquelle vous pouvez écrire devenir arbitre au singulier tout attaché @ffvolley.org. Donc, si une carrière d'arbitre vous intéresse, n'hésitez pas, envoyez un petit mail, on vous y répondra. Ouais, c'est parfait. On la mettra en reel carrément comme ça, au moins, elle Cool. sera partie. Merci Thomas. Est-ce que tu as commencé par arbitre principal ou d'abord tu as fait arbitre de touche ou second arbitre? Alors, tu dois être polyvalent. C'est pas comme au hand où tu arbitres toujours avec le même collègue, et cetera. Nous, on change et les 2 collègues qui sont avec moi ce soir, on arbitre, ils nous arbitrent d'arbitrer parfois ensemble ou non, on a d'autres collègues, donc on n'est jamais avec la même paire. Et puis tu peux être soit arbitre principal, soit deuxième arbitre et il faut même t'habituer à faire les autres postes. Avant, on avait les juges de ligne, mais là, tu as la vidéo. Donc en fait, il faut qu'on soit polyvalent. Parce qu'en fonction d'une absence, d'un malaise, et cetera, il faut qu'on puisse, swapper d'un poste à un autre. D'accord. Et vu que vous êtes jamais ensemble en tant qu'arbitre, comment vous faites pendant la saison régulière, vu qu'il y a des matchs toutes les semaines et vu où je pense que vous vous déplacez beaucoup, comment tu arrives à gérer ça? On a un système de disponibilité, c'est-à-dire qu'on dit à la fédé quand est-ce qu'on est disponible ou pas disponible, et ensuite ils font des désignations sur ces périodes-là. Ce qui fait qu'on arrive puisqu'on n'est pas des professionnels, on arrive à gérer à la fois la vie perso, la vie pro et notre fonction d'arbitre. Ah oui, ça fait pas mal de choses. Ça fait pas mal de choses et en général à la maison parfois ça tousse un peu, ouais. Ah, vous êtes pas professionnel, vous essayez pas, genre vous Non, faites on n'est pas ça professionnel. Il n'y a pas tout le d'arbitre temps? professionnel volley-ballon. D'accord. Même pour les équipes nationales? Même pour les équipes nationales. Il n'y a pas, et même au niveau international, il y a peut-être un précédent en Russie, mais il n'y a pas d'arbitre professionnel dans le monde du volleyball. Ça marche. Ah bah c'est intéressant, ça je savais pas. Et ça fait combien de temps que tu es arbitre maintenant? Oh là, c'est comme si tu me demandais mon âge. C'est plus Ça doit... subtil. c'est plus subtil, ouais, d'accord, bien vu Thomas. Ça doit faire 20, entre 25 et 30. Ah oui, tu as dû voir des belles carrières. J'ai vu ouais, quelques matchs, j'ai vu passer quelques matchs. Ouais. Et est-ce que tu as déjà arbitré une finale, à part la finale en Russie et la finale de la Coupe de France, est-ce que tu as déjà vécu aussi des gros moments du volley? Genre une équipe qui a fait son premier titre ou des choses comme ça? Est-ce que j'ai... Non, mais en fait, on le regarde pas, nous, on le regarde pas forcément au niveau des équipes. Tu prends des matchs, effectivement, quand tu arbitres une finale, c'est le top, mais tu peux kiffer sur d'autres rencontres qui ne sont pas une finale, qui peut être une demi-finale. J'étais récemment en Turquie, etc. On a fait entre une équipe turque et une équipe italienne. C'était un vrai kiff. D'accord. Et quelle est ta pire décision en tant qu'arbitre? Ma pire décision, je l'ai pas encore prise. Ça Ah va bah être ça celle va. quand je vais devoir raccrocher le sifflet. Oh, c'est beau ça. Ça va être la plus difficile. Je vais lâcher le larme, punaise. Comment tu arrives à gérer certains entraîneurs? Parce que je pense que certains entraîneurs ont le sang chaud. Comment tu arrives à créer une barrière? Bon, maintenant ça va parce qu'ils ont la tablette pour demander les challenges, mais je pense que c'était pas le cas au Oh, mais début, tu vois? ça les empêche pas d'avoir le sang chaud. Est-ce qu'il y a une recette miracle? Sincèrement, je pense pas. Parce que tu vas avoir des entraîneurs qui sont cool et puis sur un match, tu sais pas pourquoi, ils vont être agacés. Après, on a la chance de les connaître depuis quelques années quand même en France. Donc ils nous connaissent, on les connaît, donc ils savent jusqu'où ils peuvent aller. Mais après, si tu veux, par rapport à quelques années où l'arbitre était un peu isolé, enfin, c'était un peu au-dessus de la mêlée. On n'a plus du tout le même relationnel aujourd'hui avec les entraîneurs. On échange beaucoup plus avant, après les matchs, et donc ça se construit aussi. Bon, et puis après, on est là. Il peut ne pas accepter la décision, mais la décision, elle est prise. Il faut qu'il la respecte. S'il ne la respecte pas, on a des moyens à notre disposition, les cartons, et de temps en temps, on est amené à les utiliser. Mais on essaye de plus en plus de le gérer sans les cartons. Oui, OK, ouais, pour pas que ça soit Avant, directement. on essaye d'éduquer, on essaye de les accompagner. Bon, si vraiment il veut pas entendre, il veut pas entendre, il prendra son carton.
D'accord. Et par rapport à ces matchs, est-ce qu'il y a une préparation avant match où justement vous voyez les équipes ou c'est vous rentrez juste dans le match et vous arbitrez? Depuis cette année, en France, on fait une réunion d'avant-match, où on voit donc tous les arbitres sont présents. Quand il y a la télé, il y a le représentant de la télé et on a les coachs ou les team managers. Et donc ça permet d'échanger, soit ils ont des questions, on essaye de leur apporter des clarifications, on règle des questions de protocole et puis après, nous, on a notre protocole généralement à partir d'1 heure avant le début de la rencontre, on se met un peu dans notre bulle et puis on se prépare pour la rencontre. Est-ce qu'il y a des préparations spécifiques? Après, je pense que c'est chacun a ses petits gris-gris et sa propre approche. D'accord. Et avec tout ça, toute ta carrière que tu as vécue, qu'est-ce que tu verrais, améliorer? Quelque chose qui pourrait améliorer les conditions d'arbitre ou même juste les règles, d'arbitrage? Alors il y a eu une grosse évolution, l'année dernière au travers de la relation qu'on a essayé de monter avec la ligue professionnelle de volley-ball. Ça a été un premier pas significatif. Je pense qu'il faut continuer et ce que tu fais là, ce soir Thomas, c'est vachement cool parce que Merci beaucoup. ça permet de mettre les arbitres, sous la lumière et c'est vrai que bien souvent on retient l'arbitre parce qu'il s'est planté sur une décision, Ah je déteste ça. mais on n'est pas des machines. On est humain. On est humain et non, donc il faut, je pense, effectivement promouvoir ce rôle d'arbitre. On sait que sur certains sports, basket, foot, hand et cetera, ils ont du sponsorship avec La Poste, c'est pas notre cas. Donc il faut vraiment qu'on continue à travailler. Donc toutes les initiatives telles que tu fais là, c'est une opportunité pour nous pour pouvoir essayer d'engager et d'amener, des jeunes talents, nous rejoindre. Est-ce qu'il faudrait pas aussi, éduquer le public? Parce que moi, j'ai vécu un match, dans un stade et l'arbitre s'est fait mais huer, ça m'a fait mal au cœur, pour une faute qui avait même pas faute. Je pense c'est juste que les gens n'ont pas connaissance de certaines règles et du coup, ils jettent directement la faute, sur l'arbitre. Alors c'est un bon point en particulier quand les règles évoluent. D'expliquer les règles. Et là, ce soir, on va tester des nouvelles règles. Donc le public connaîtra pas ces nouvelles règles. D'accord. Donc si on leur explique pas, effectivement, ils vont pas comprendre et si on siffle, ils vont certainement se mettre à huer, vers l'arbitre. Donc ça, c'est une opportunité. Ça peut se faire avec le speaker. Maintenant, de plus en plus, en France, on l'a pas encore fait, mais on est connecté, on a nos micros et on peut communiquer avec la salle. Oh, Et pas donc, mal. sur des décisions un peu ambiguës où il y a besoin d'expliquer, en fait, on explique au public pourquoi on a pris telle décision. Donc, ça permet d'éduquer Et de calmer et aussi de les calmer supporters. les supporters. Après, ça fait partie du jeu. Oui, ça fait partie du jeu, mais pas trop non plus, quoi. Et avec tout ça, est-ce que si un jeune là qui serait intéressé à devenir arbitre, est-ce que tu aurais des conseils, à lui donner? Est-ce que j'aurais des conseils à lui donner? C'est avant tout d'y trouver du plaisir. Ça doit pas être une contrainte. Alors oui, il y a un côté un peu parfois, frustrant parce que, on fait un bon match, personne ne va rien nous dire, on va se planter sur 1 ou 2 balles, on va passer pour le pire, mais c'est quelque chose qui se construit. Mais avant tout, c'est d'y trouver du plaisir. OK? Et tu peux très bien mener une carrière d'arbitre tout en jouant jusqu'à un certain niveau, bien entendu. Après, quand tu vas monter, il va falloir être disponible. Mais donc, c'est vraiment trouver du plaisir et c'est aussi une ouverture. Ça demande d'autres qualités, concentration, de discussion avec les équipes, les entraîneurs, les joueurs. Et puis, si ces talents-là ont la chance d'évoluer, ça permet aussi de voyager, de découvrir d'autres pays et d'autres nations. OK. Ah, c'est des très bons conseils. Merci beaucoup de m'avoir accordé de ton temps pour que les gens apprennent un peu plus sur le métier d'arbitre. La passion d'être un arbitre. Je te remercie beaucoup de m'avoir accordé de ton temps. Merci Thomas, merci à toi et encore merci pour cette initiative. Merci beaucoup, au revoir, à la prochaine. Ciao. Et voilà, le podcast est terminé. J'espère que celui-ci vous a plu. Un énorme merci à Olivier Guillet de m'avoir prêté de son temps. Et n'oubliez pas, les liens sont en description ainsi que l'adresse mail. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine fois.